les pistes de succès, parce qu'il faut bien qu'on y arrive. Je vais demander à nos intervenants de la seconde table ronde de venir, Michel Rousseau, Bernard Fontaine, Anne-Marie Amoros, Erwan, si tu veux bien revenir, Bernard Monasterello, Rollo, bon j'ai écorché le nom, j'ai essayé. On va essayer de faire le pendant de la première table ronde. Alors, pour être très franc, je vais demander ton avis, Erwan. La première table ronde devait nous dire qu'est-ce que les gens attendent. Je la résumerai bien en disant on n'en sait rien. C'est bon signe. Ou plein de choses différentes qu'on a beaucoup de mal à tracer. C'est bon signe parce que je pense que si on savait aujourd'hui ce que les gens attendent, c'est qu'on se tromperait sans doute sur ce qu'on pense. Alors la question qu'on aborde maintenant, c'est si on ne sait pas trop ce que les gens attendent, comment le leur fournir? Est-ce que je peux vous demander, comme pour la première table ronde, de vous présenter? Anne-Marie? Anne-Marie Amoros, directrice de France Bleu Mayenne. Et depuis un an, je peux dire qu'on se comporte un peu comme des gens en laboratoire. Nous serions nous-mêmes les propres cobayes, puisque nous expérimentons, nous essayons de comprendre ces nouveaux langages pour imaginer le monde de demain. Bonjour, je m'appelle Michel Rousseau, je suis l'un des experts de l'équipe HoloLens en France, donc ce procédé de réalité augmentée pour le B2B. Et dans cette partie-là, je m'occupe spécifiquement de l'expérience utilisateur et des usages. Bonjour, je suis Bernard Monasterello, je suis directeur artistique au Monde.fr, au Monde. Et voilà, on expérimente depuis 2 ans maintenant quelques projets de VR. J'essaierai de rentrer plus tard dans la question avec vous. Bonjour, moi je m'appelle Bernard Fontaine, je suis directeur innovation technologique à France Télévisions, donc dans le service public. Et mon travail, c'est de travailler sur de l'anticipation de l'usage essentiellement des technologies. Voilà. Alors, je suis désolé de vous poser la question aussi brutalement, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous en prie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? J'écoutais mes confrères tout à l'heure qui parlaient et je me disais... D'abord, il faut faire preuve d'une très grande humilité sur ces sujets-là, parce que la réalité virtuelle, on va évidemment pas dire qu'on a des années d'expérience sur ce thème-là. Mais en tout cas, l'état de la réalité virtuelle aujourd'hui, ça ressemble plus à l'arrivée du train des frères Lumière des Lumières dans la gare de La Ciotat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous aviez posé les mêmes questions en 1895 ici, si ce noble établissement existait, vous auriez dit, mais à quoi ça sert le cinéma? Les gens vous auraient dit, ouais, je sais pas, ça fait peur. Rappelez-vous, il y a des gens qui ont quitté la salle, ils ont eu peur quand le train est rentré sur l'écran de projection des frères Lumière de La Ciotat. Ça avait été projeté, je sais pas où, dans Paris, par les frères Lumière, justement. Mais le cinéma il était juste inventé, on savait pas à quoi ça servait. On aurait pu dire, ce truc-là, ça fait peur, je vais être écrasé dans la gare de La Ciotat, je m'enfuis, donc il faut surtout pas le faire. Ou est-ce que ça va provoquer des troubles? Enfin, en gros, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, 100 ans après, sur ce sujet-là, nos ancêtres se les sont posées quand le cinéma a démarré. Voilà. Donc c'est plutôt sous forme de boutade que je dis ça. Mais en tout cas, les premières expériences, on les appelait pas de réalité virtuelle. Mais à la même époque, donc à la fin du 19e siècle, la photographie aussi avait été inventée. Et regardez un petit peu, tapez sur Google stéréoscope, vous verrez que les premiers appareils, aujourd'hui on appelle ça un cardboard. À l'époque on appelait ça un stéréoscope. C'est dommage, des fois quand on en parle, j'oublie toujours de l'amener, ce stéréoscope. Mon grand-père l'avait acheté chez un antiquaire, donc c'est très très vieux. C'était en bois, c'était en acajou, et vous mettez une plaque photographique à l'intérieur, et c'était magique, c'était immersif. La photographie est démarrée comme ça. Alors, elle a été foutue en l'air parce que c'était trop compliqué, les plaques en verre on les cassait. Mais ce côté immersion, alors évidemment d'une photographie qui était fixe, c'était pas de la vidéo, ça n'avait strictement rien à voir avec un casque Oculus, mais ça a commencé comme ça. Donc l'histoire elle a tendance à se répéter, et surtout cette réalité virtuelle et tout ce que l'on peut en faire, ça. Regardez un petit peu l'histoire, il y a un superbe article qui avait été fait sur un site américain, The Verge, et vous verrez un petit peu, ils ont rebrossé l'historique de cette réalité virtuelle, et en fait depuis près d'une centaine d'années, on a essayé d'en faire la réalité virtuelle. Les Américains en ont fait, ça a été fait dans différents instituts, mais d'ailleurs avec des façons beaucoup plus avancées qu'aujourd'hui, qui allaient même jusqu'à vous vaporiser des petites senteurs, des petites molécules dans les narines pour vous donner encore plus d'immersion, pour le coup. Ça, c'était dans les années 50. Vous voyez, donc tout a existé. L'histoire est un perpétuel recommencement. Pourquoi aujourd'hui on en parle beaucoup? Parce que c'est, entre guillemets, beaucoup plus simple à utiliser, parce que les smartphones existent, tous ces équipements-là existent, et il y a aussi une volonté des géants de l'industrie. Regardez bien qui fabrique les équipements de réalité virtuelle.
D'un côté, les GAFA, c'est Google, on les a vus tout à l'heure. Ce sont les grands acteurs américains qui vont fabriquer ces équipements. C'est évidemment Facebook avec Oculus. D'un autre côté, les équipements fabriqués en Chine. On n'en parle jamais parce qu'on a plutôt tendance à parler des équipements venant d'outre-Atlantique. Et ces grands géants aujourd'hui de l'industrie, les BATX, les Xiaomi, enfin toutes ces grandes sociétés, Alibaba en l'occurrence, aujourd'hui, ça se développe d'une façon vertigineuse dans ces grands pays-là. Donc le business qui va se créer est extrêmement important. Et aujourd'hui, nous, Européens, on est au centre de tout ça. On va utiliser ces équipements-là. Alors sans rentrer dans des... Parce que c'est pas du tout le thème de cette conférence, mais sans rentrer dans l'importance de l'implication de ces géants sur ces équipements qui touchent le grand public. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes au cœur de tout ça, de cette actualité d'utilisation de ces équipements-là. Et aujourd'hui, à quoi ça sert? Qu'est-ce que l'on peut en faire? En tout cas, il y a des intentions extrêmement précises en termes de stratégie de ces géants de l'industrie. Et mon confrère de Microsoft en parlera certainement tout à l'heure à propos d'HoloLens. À nous, maintenant, éditeurs de contenu, de voir comment nous allons utiliser ces contenus et qu'est-ce que l'on va pouvoir faire. Justement, Bernard, sur un média peut en faire quoi et est-ce qu'il est condamné à faire des tests? En fait, pour nous, ça peut paraître un peu subversif de dire ça, mais notre expérience aujourd'hui, on ne considère pas vraiment que c'est par rapport à la pratique que nous, on a de cet exercice, qu'on n'est pas vraiment dans une révolution. C'est-à-dire que nous, on fait de la vidéo. Et fondamentalement, ce qu'on a pu faire jusqu'à présent en contenu, c'est essentiellement de la vidéo. Mais il faut bien voir aussi d'où on part. C'est que nous, au Monde, on ne fait pas de réalité virtuelle. On fait vraiment de la vidéo à 360 degrés, qui peut éventuellement être augmentée. C'est-à-dire on peut rajouter des placards d'informations contextuelles qui vont venir à des moments fournir des informations complémentaires, mais il n'y a pas d'interactivité, c'est-à-dire on peut pas vraiment, enfin on est vraiment un spectateur et on n'a pas non plus on aimerait bien, on va sans doute y arriver un jour, de faire de la... pourquoi aussi Pourquoi il n'y a pas d'interactivité? C'est intéressant. Parce qu'en fait, on n'est pas les seuls à être dans cette configuration-là. Moi, j'ai un peu, quand je voyais toutes les boîtes de prod qui sont passées tout à l'heure, qui parlent de sommes colossales, en fait, on n'a pas d'argent. Et c'est bête et méchant, mais c'est quand même un petit peu l'état du marché dans les médias aujourd'hui. On va dire la situation n'est pas si catastrophique que tout le monde a l'air d'en parler. En fait, moi, je trouve que dans la presse, dans les médias en général, elle n'a jamais eu autant d'influence. Elle est présente partout, même, à mon avis, plus qu'avant. C'est juste qu'on est dans une phase de transition. Mais pour ce qui est des besoins, des moyens dont on dispose pour pouvoir développer de la VR, de la vraie VR, c'est-à-dire de la 3D, avec une création de moteurs qui vont permettre de générer de l'interactivité, ça, on n'a pas les moyens. Et on n'est pas les seuls à dire ça. Le Washington Post a fait une tribune, NPR aussi, qui dépend du Washington Post. Il y a pas mal de médias américains qui ont dit, nous, on ne fera pas de VR. On va faire de la vidéo à 360 degrés, mais de la VR proprement dit, ça coûte trop cher. On n'a pas vraiment l'audience qu'il faut. En plus, le problème de la VR auquel on est confronté, nous aussi, quand on a commencé à y penser, c'est que, en fait, on est un média d'actualité. On fait de l'information. Donc, on a besoin de fournir l'information rapidement. On n'est pas là pour faire, comme on faisait à l'époque, des web documentaires. On en a fait plein. On a fait une 50aine de web documentaires au monde.fr et on a arrêté de les faire parce que tout simplement, ça correspondait pas nécessairement, pas vraiment à ce qu'attend notre audience. Notre audience, quand elle vient sur notre site, elle attend de l'actu, elle attend de l'info. En fait, elle est conditionnée pour ce type de contenu. D'ailleurs, ce serait un sujet assez long à débattre, mais il y a vraiment un mouvement. 50% des gens qui viennent sur Le Monde viennent sur la Une. Ils viennent sur la Une, on a énormément de mal à générer un trafic qui soit un trafic horizontal en dessous de la Une. Les gens, ils vont sur la Une, ils vont sur un article et ils remontent. C'est un trafic vertical comme ça. Et donc, nous, on a vraiment beaucoup de mal, je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais je dis que notre audience, en fait, elle veut de l'actu. Elle veut de l'actu récente, elle veut quelque chose de chaud. Et donc, notre problème, nous, c'est qu'il faut qu'on fournisse quelque chose de chaud. Et qui a fait de la production VR, VR, de vidéo en 360 degrés, c'est à quel point c'est long, complexe, particulièrement sur le terrain, de faire du stitching, du compositing, du montage after, des effets spéciaux, du rendu final et de la production, parfois avec
avec des bandes passantes qui sont nulles, et d'envoyer des fichiers qui pèsent plusieurs gigas sur des serveurs distants qui vont... Donc c'est vraiment, nous, notre truc, la difficulté, la raison pour laquelle on n'est pas encore complètement dedans, bien sûr, il y a une question de budget, mais il y a aussi une question d'adéquation avec ce qu'on est. Et je pense qu'il y a beaucoup de médias, de presse, de médias qui ne rentrent pas là-dedans, et les Américains sont aussi passablement dans ce cas-là, sont dans cette configuration-là, en fait. Voilà. C'est intéressant. Anne-Marie, est-ce que tu partages cette vision-là ? Finalement, peut-être que les utilisateurs ne sont juste pas prêts ? Moi, ma question, c'est l'usager, c'est l'utilisateur. C'est ma préoccupation. Je dirige une radio, on a des auditeurs. Je me dis demain, qu'est-ce qu'on aura ? Des auditeurs, pas des auditeurs, je ne sais pas comment on va les appeler. Donc, je ne me pose pas tellement la question de est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça va durer, est-ce que ça va changer, mais plutôt comment nous sommes capables de penser le monde de demain pour ne pas être complètement inadaptés. C'est-à-dire j'ai entendu parler d'émotions, d'expériences, de narration. Le public est en train de vivre des expériences auxquelles il faudra répondre d'une manière ou d'une autre. Et ce qu'il va ressentir, ce qu'il va nous demander, c'est d'être capable de leur faire éprouver des choses aussi fortes, des choses aussi particulières, des choses aussi nouvelles. Donc c'est plus la complexité qu'on va devoir leur proposer, c'est-à-dire la richesse des points de vue, la richesse des angles, la capacité à nourrir ces angles, la capacité à leur permettre d'expérimenter des choses auxquelles il faudra répondre, qui me préoccupent. Et est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, ne serait-ce que dans notre culture, dans notre mode de travail, dans notre façon d'organiser notre travail, de le penser, est-ce qu'on est capable de répondre à ça ? Et je crois que c'est une vraie difficulté parce que l'outil, s'il n'est pas au service de ce que nous produisons, s'il n'est pas au service de ce que nous racontons, s'il n'est pas au service des gens qui vont nous écouter ou nous regarder ou qui vont utiliser nos outils qu'on va leur proposer, eh bien, je pense qu'à un moment donné, on sera complètement obsolète et donc nous ne pourrons plus exister. Et je pense que depuis tout à l'heure, j'entends parler des outils, de ce qu'on est capable de faire avec, de ce qu'on peut proposer, mais pas tellement est-ce que nous sommes capables de penser différemment. Et je crois que c'est ça ce que nous proposent ces outils. C'est une autre sémantique, c'est un autre langage, c'est une autre culture. Et donc j'ai envie de dire, si on n'y va pas, si on n'essaye pas, si on ne propose pas quelque chose, si on n'est pas créatif, si on ne se les approprie pas, eh bien, on va être en vraie difficulté à un moment donné. Alors, sur la transformation, ça c'est vraiment intéressant. Juste avant d'aborder ce point, Michel, tu es mon dernier espoir pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui marche ? Il y a plusieurs volets en fait, effectivement, et on s'en est rendu compte particulièrement en 2016 avec une des études qui sont sorties effectivement sur la VR. La VR c'est bien, on a trouvé déjà les champs d'application, on sait dans quel cadre ça fonctionne, mais c'est quand même un marché qui est restreint. C'est un marché qui est restreint notamment à cause du coût des devices et des équipements, premièrement. Tout le monde n'est pas capable de s'acheter une console et de se racheter un deuxième device au prix de la console initiale pour, par exemple, jouer à une expérience, parce qu'on parle avant tout d'expérience avant de parler de relation complète avec un univers différent. La deuxième chose, c'est que donc ça ne sera peut-être pas par le coût qu'on fera la différenciation, mais peut-être par l'expérience spécifique qu'on apportera à ces conditions-là. C'est pour ça que Microsoft, pour le coup, a été plutôt honnête avec son public en disant la partie grand public n'a pas les moyens pour l'instant de s'offrir les devices et la technologie qu'il faut de manière à l'étendre de manière la plus vaste possible. Donc on se restreint là où on sait faire, où on sait vraiment produire des choses avec. On l'évoquait tout à l'heure, beaucoup de ROI, c'est-à-dire l'entreprise, le B2B, les grands industriels, ce genre de choses qui ont en plus un besoin métier et un besoin de formation, un besoin de maintenance, un besoin de nouveaux usages, notamment dans ces cadres-là. Peut-être un besoin plus cadré à chaque fois ? Ouais, et puis surtout des verticaux et des grands industriels qui nous soutiennent. Par exemple, l'un des premiers industriels qui a soutenu le projet HoloLens, c'était la NASA, justement pour représenter la vue du rover sur Mars et de permettre aux scientifiques de travailler autour du rover sans y être. Donc avec une problématique quand même bien fixée. Bien fixée, avec quelque chose de bien délimité. Donc ça, c'est une partie. Par contre, après, je pense qu'on réfléchit pas effectivement assez aux usages de demain. Par exemple, on nous promet à tout le monde que bientôt on n'aura plus rien à faire dans les voitures. Je pense que là, la virtualité va peut-être prendre le pas pour nous proposer de nouveaux paysages, de nouvelles choses. Je me permets de rebondir parce que je trouve que c'est un point qui touche à quelque chose qui, ici, à la maison de la radio, me paraît totalement central. Ces voitures autonomes, c'est pas de la science-fiction. Hein. Nos camarades de la Voix du Nord ont testé il n'y a pas très longtemps une voiture qui est autonome entre Lille et Paris. Et ils ont fait un super reportage, ils ont trouvé ça génial. On y arrive, c'est dans plus très très longtemps. Ici,
dans la maison de la radio, qu'est-ce qui va se passer quand on conduira plus les voitures? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai vu l'autre jour chez nos camarades de 20 minutes une très belle photo d'illustration sur un article là-dessus. On voyait papa, maman à l'avant qui lisait le journal papier. Oui, sûrement, oui. Sûrement que quand on conduira plus, on va tous retrouver le plaisir du journal papier. Moi, je parierais plus sur 4 ou 5 écrans dans la voiture, du Netflix derrière, du YouTube à côté, et la FM là-dedans, et la radio. Donc nous, c'est un enjeu absolument essentiel pour la radio. C'est une des choses sur lesquelles vraiment on se creuse le cerveau avec toutes les équipes de cette belle maison en ce moment pour se dire qu'est-ce qu'on va proposer comme expérience justement pour que les gens qui avaient l'habitude de nous consommer pendant des centaines de kilomètres, et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui avaient cette façon de capter son public, se disent pas je laisse juste ma playlist 10 heures défiler et je regarde pas du Netflix, mais je reste avec la radio. Je sais pas si ça sera la réalité virtuelle, mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, personne, évidemment, aujourd'hui ne sait ce qu'il faut faire. En revanche, je suis certain je pense qu'il y a une chose dont on peut être à peu près sûr, c'est qu'il faut essayer des choses aujourd'hui parce que peut-être que ce matériel ne se répandra pas du tout dans le grand public et que dans 3 ou 4 ans, on sera toujours au même point, c'est-à-dire qu'un casque de réalité virtuelle vaudra beaucoup trop cher. Peut-être. Je suis sûr que quelqu'un, il y a 10 ans, a expliqué que ça coûterait beaucoup trop cher qu'un iPhone 7 qui doit quand même gentiment facturer dans les pas loin des 1000 € aujourd'hui quand on veut l'acheter en magasin. On n'imaginait pas que des gamins auraient les moyens de se payer ça. On voit que si 1000 €, ils sont capables de se payer ça. Et que le jour où le Lucas sortira un Star Wars en jeu vidéo, dont tout le monde se dira mais voilà, ils ont enfin réalisé le fantasme de toute personne qui a vu un Star Wars gamin au cinéma, c'est de le jouer en réalité virtuelle. Et ça, le casque pourrait être à 3, 4, 500 € de plus que la console. Je pense que ça se répandra là d'un seul coup, comme je ne sais pas quoi, mais ça se répandra très vite. Et si à ce moment-là, encore une fois, les médias disent bon voilà, maintenant que c'est dans le grand public, on commence à se poser la question. On rencontre les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, parce que nous qui travaillons aussi sur des projets, je pense avec France Bleu Mayenne, on a des problèmes de budget très très clairs. C'est-à-dire qu'il y a des choses dont on sait aujourd'hui qu'on pourrait les faire et on n'a pas l'argent pour les faire. Et c'est compliqué. En tout cas, on a déjà avancé sur qu'est-ce que ça demanderait, qu'est-ce que ça voudrait dire pour de la radio de faire de la réalité virtuelle. D'un seul coup, quelles sont les compétences qu'il faut avoir, comment on mène ce genre de projet. Ça, à minima, je pense qu'il faut le faire parce que sinon, si un jour ça prend dans le grand public, on aura 3 ou 4 trains de retard à ce moment-là si on n'a pas défriché ce terrain-là avant. Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Erwan. Je crois que d'ailleurs tu participes au Quelqu'un de Radio France prochainement. Il y a une conférence également au Social Media Club qui est consacrée à ce thème-là, à l'avenir, en gros, non pas de l'automobile connectée, mais de ce qu'on en fera à l'intérieur, en termes de loisirs, d'infos, etc. Je pense que l'ubérisation des médias, et notamment de la radio, elle est à envisager, évidemment, dans les voitures. C'était quand même un lieu qui était principalement... dans lequel la radio était principalement utilisée, c'est bien le secteur de la voiture. Je dirais que c'est pas trop le sujet. Le sujet sera principalement lié sur ces secteurs-là à la réalité augmentée. En fait, ce que cette réalité augmentée, ce que l'automobile va permettre de faire, il y aura des tonnes de trucs que les industriels ou inventeurs de toutes parts sont en train de préparer. Mais en tout cas, il y aura des belles surprises. Alors, on en reparlera dans une petite quinzaine de jours, je ne sais plus quand, c'est dans 15 jours, 3 semaines. Ça sera l'occasion d'en parler avec les équipes de Renault, je crois, qui sont présentes. Ça sera intéressant d'échanger autour de ça, de voir comment nous, les médias, on appréhende ce nouvel espace, en fait, qui va être un nouvel espace de consommation, que sera l'automobile. Alors, évidemment, c'est pas la semaine prochaine, hein, c'est pas la peine d'aller au salon de l'auto la semaine prochaine pour trouver ça. Ça sera un peu plus tard. Par contre, la semaine prochaine, on pourrait parfaitement présenter ce que sera l'avenir de la consommation des médias dans les voitures, justement grâce à la réalité virtuelle, parce qu'il y a tout un tas de scénarios qui sont en train de se passer pour essayer, les designers notamment, il y a des facultés de design qui bossent dessus, notamment en Israël d'ailleurs, qui bossent super fort là-dessus, de façon à essayer d'imaginer, c'est virtuel, on s'en fout, hein, c'est Photoshop et Unity qui permettent de créer les scènes de réalité virtuelle dans les voitures où chacun s'efforce, et il y a pas mal d'étudiants qui bossent actuellement là-dessus, s'efforce d'imaginer l'utilisation de ces véhicules-là. Mais pour répondre à ta question, parce que tu as demandé ce qui marchait. Parce que là, on est parti sur des grandes généralités. Là, on va revenir en 2017, voire un petit peu avant, en 2014-2015. Qu'est-ce qui marche? Alors, dans mon métier à moi, dans la télévision, en matière de réalité virtuelle. Alors, ce qui marche, c'est assez difficile à dire. Erwan l'a dit tout à l'heure, il faut expérimenter, il faut tester.
En tout état de cause, on s'aperçoit que pour produire un programme de télé, on le fait depuis des lustres évidemment, avec les équipements techniques qui sont les nôtres, avec les moyens techniques de diffusion qui sont les nôtres. Pour la réalité virtuelle, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'abord cette fameuse dépendance dont je parlais tout à l'heure de l'Asie et des États-Unis qui sont les seuls fabricants de ces équipements-là. Je ne fabrique pas de casque de réalité virtuelle dans un atelier à France Télévisions. Ces équipements-là, on les achète. C'est des téléphones, c'est des casques, ce sont des travaux informatiques extrêmement importants, des data centers, des systèmes télécoms très, très performants pour faire tout ça. Nous, notre métier, c'est bien sûr de comprendre ces technologies-là, mais c'est aussi d'imaginer ce que l'on va faire en termes d'offres de contenu. Alors la facilité, on s'est tous fait prendre au piège, c'est de se dire, paf, je mets une caméra au milieu d'une émission de télévision, et puis c'est formidable, on va tout voir en 360 degrés, et ça c'est génial. Bah ouais, mais c'est à peu près le degré zéro de ce que l'on peut faire en matière de scénario, parce que c'est plus une webcam de surveillance 360 qui permet de tout voir. Il y a des cas de figure où c'est intéressant à faire. Ces cas de figure, on en a testé, nous, sur le sport, par exemple. On en a testé sur le sport. Et quand on s'est dit on veut faire du sport, on s'est dit mais ça c'est par atavisme. Bah oui, mais le sport, si on fait pas de direct, franchement ça n'a pas d'intérêt. On va retransmettre Roland Garros 3 jours après en VR parce qu'il y a 3 jours de stitching. Et tu as raison, c'est un problème technique important. Donc on s'est gratté la tête, on a essayé de trouver des solutions techniques permettant de faire du live en VR. Le cauchemar a commencé. Pour faire ça, il a fallu réunir plein d'acteurs. Alors, autant des géants, je pense à YouTube par exemple, Google qui démarrait tout juste ses solutions de diffusion en streaming live l'an passé, c'était au mois d'avril l'année dernière. Samsung, qui a ses casques très, très, très grand public parce que qui ne sont pas très chers, et puis des startups très brillantes. Et puis notre métier, un autre broadcaster. Alors, c'est un savant dosage et une savante tambouille, en fait, pour faire tout ça, pour dire nos codes et nos réflexes de télévision, on va essayer de les adapter à une production de télévision en direct. En gros, quand on a fait du direct, on sait à peu près tout faire en matière de télévision, parce que c'est ce qui est le plus compliqué. Parce que le sport passe, le match il a lieu, si on n'est pas prêt, le match ne va pas attendre. Donc, de trouver des équipements pour faire ça, des équipements permettant de faire du direct, des caméras. En plus, souvent les fédérations sportives, en l'occurrence c'était celle de tennis, mais même la même chose sur du foot ou du rugby ou sur d'autres choses, la caméra, elle ne doit pas être beaucoup plus grosse que la bonnette en mousse du micro que je tiens dans la main. Si elle est grande comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous n'allez pas mettre un rig de caméra avec des caméras professionnelles. On a fait récemment un concert de jazz à Lyon qu'on a enregistré avec des caméras pro. Le rig de caméra était plus gros que la petite table qui est devant nous. C'est extrêmement important, mais là, ça posait pas de problème parce que les musiciens qui jouaient devant nous, personne nous interdisait de mettre une caméra qui faisait à peu près 1,20 m de diamètre. C'est un assemblage de 6 grosses caméras de télévision. Mais sur le sport, on peut pas. Donc on met une caméra et récupérer les codes de nos métiers, nos habitudes de nos métiers, c'est faire en sorte d'abord d'acquérir la compétence. Ça paraît tout bête. Dans un groupe dans lequel nous sommes près de 11 000 personnes dans le service public, mais c'est pareil dans toutes les chaînes, cette expérience-là, par définition, n'existait pas, parce qu'on n'en faisait pas avant que ça existe, c'est la palissade. Eh bien, de demander à nos équipes de production de mettre en production une production de télévision en live, c'était pas possible, parce que dans nos métiers, on a l'habitude d'acheter des caméras, des régies, des cartes de télé, enfin tout un tas de matériel technique pour faire de la télévision. Vous avez feuilleté les catalogues de Sony, de Panasonic, de Avid, de qui vous voulez, vous ne trouverez pas une référence de matériel de réalité virtuelle permettant de faire des images. Mais quand vous faites des images, c'est le début. Mais vous faites comment pour dire ce journaliste s'appelle David Pujadas, enfin pour le sport c'est pas lui, mais s'appelle Nelson Montfort. Pour écrire en dessous de Nelson Montfort, vous faites comment pour mettre le simple logo France TV Sport sur une émission de télé. C'est extrêmement intéressant. Donc, ça. De trouver les équipements pour le faire, c'était un challenge. On l'a réussi en partie par nos équipes, par nos ingénieurs et par des partenariats que nous avons eus extérieurs, de façon à retrouver nos métiers et nos équipements de broadcaster, d'être capable d'appuyer sur un bouton et de dire cet homme-là s'appelle Nelson Montfort et ça s'écrit comme en télévision. Parce que le public, il est habitué à ça. Il ne comprend pas que quelqu'un lui parle, mais de ne pas voir en dessous le nom de la personne, de ne pas voir le logo du sportif, de ne pas voir des informations très très précises à l'intérieur des programmes. Donc ce travail-là, il a été effectué et en fait cette boîte à outils technologique que nous avons pu mettre au point va nous permettre de créer nous-mêmes bien sûr des programmes dans cette fameuse réalité virtuelle et puis d'imaginer des formes d'utilisation et d'usage dans bon nombre de programmes de télévision. Par contre, ceux qui vont fonctionner et ceux qui seront des gros flops en usage, j'entends, parce que personne ne les regardera peut-être, ou
beaucoup de personnes la regardera. J'en sais rien. Et juste pour terminer sur cette expérience de Roland Garros, ce que l'on sait, c'est en même temps, on faisait du replay. Ces contenus-là, on les a envoyés en replay sur des applications iOS et Android que nous avions faites. On s'amusait à comparer, à chaque fois qu'un replay partait, quelle audience il se faisait à plat, quoi, en 2D, en streaming classique, et en VR, c'était pareil. C'était super encourageant. 1 heure après que le match ait été diffusé, il y avait du public qui allait voir. Alors, c'était pas 4 milliards de personnes, c'était pas les chiffres que j'entendais tout à l'heure sur YouTube. C'était quelques milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui y allaient. Et cette consommation, donc l'appétence du public, la curiosité appétence, je sais pas comment la qualifier, elle existait. Quand on a mis sur le plateau des élections, il n'y a pas longtemps, les élections, les primaires, on a expliqué au public, sur France Info, comment faire en sorte de permettre d'être, comme si on était candidat en fait, je vais passer à la télé, je suis candidat, ça donne qu'à l'impression d'être dans l'interview ou dans l'intervention qui va se passer dans quelques minutes sur France 2. Eh bien, la caméra a été placée, les candidats n'étaient pas encore présents, mais ça fait 700, je sais plus, 500, 600 000 vues sur cette offre-là. La curiosité du public était au rendez-vous. Donc le public y va, il ne reste pas 3 heures à regarder ce que ça peut donner. Oui. On n'a pas retransmis l'émission, mais je note, pour d'autres raisons, mais le public est curieux d'y aller, Curiosité. Il y va, bien sûr. Et pour rebondir à ce que disait Bernard sur justement, c'est une vraie difficulté, ce rebond sur l'actualité, le temps de production. L'exemple du sport est assez intéressant parce qu'il y a quand même un certain nombre d'échéances qu'on a tous les ans qui sont préparables très en amont, dont on sait, si ce n'est exactement ce qu'on va produire, on sait, et on a eu le plaisir avec Bernard de travailler ensemble sur l'offre France TV Sport. Bon, dès juin 2017, on commence déjà avant même à réfléchir à ce que sera l'offre juin 2018. Donc évidemment, c'est un frein à ce qui est du breaking news. On ne fera jamais ce genre de... Enfin, on ne fera jamais. C'est pas pour l'instant un horizon atteignable de faire de la réalité virtuelle sur du breaking news. Encore que ne serait-ce que de la captation 360 en live... On commence à voir ça à l'horizon. On imagine, moi si je refais le lien avec ce qu'on voyait tout à l'heure comme The Enemy, avec énormément de questions éditoriales comme celle qu'on posait tout à l'heure de la représentation de la violence sur ce genre de choses, mais la présence des journalistes en zone de conflit, la présence des journalistes sur des endroits comme les manifestations en Pologne hier soir, je pense qu'un journaliste qui aurait eu la capacité de streamer à 360, voire en réalité augmentée, si ce n'est virtuelle, et ça j'ai l'impression que ce sont des horizons déjà plus atteignables, on aurait des choses où je pense qu'il y a, si ce n'est un usage, je m'attends à un appétit d'aller voir ce qu'on peut trouver à ce niveau-là. On échangeait, pardon. Et ça existe déjà, notamment, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple qui était cité, Iconem, qui balance des drones pour aller scanner des zones qui sont en train d'être détruites, pour pouvoir les reconstruire en virtualité derrière et les sauvegarder, en fait, parce qu'on parle souvent de la représentation, de l'image, de la dramaturgie, de l'expérience, machin, mais il y a aussi le fait que c'est du patrimoine historique qu'on est en train de construire, et en plus de l'expérience, on est en train de construire une nouvelle histoire qui va se superposer à la nôtre. Alors, je veux juste préciser un point, puis pas trop déborder du temps pour qu'on puisse quand même continuer. Bernard et Michel, Anne-Marie a parlé de changement dans les médias. Est-ce que justement une des conditions dont on parle de réussite, c'est la transformation de ces médias qui va vers, comme vous avez dit, peut-être une compilation de compétences, une espèce d'expertise à réunir des compétences diverses, peut-être un rapprochement avec des grands du numérique pour se transformer et produire autre chose? Pour ce qui est de la vidéo en 360 degrés, on peut dire que c'est... Enfin, non, je pense qu'il n'y aura pas une mutation des médias. Je pense que nous, des médias, en tout cas des médias comme Le Monde.fr, Le Monde, nous, en fait, ce qui est vraiment surprenant dans ce paradigme qui est celui dans lequel on est aujourd'hui et où tout le monde parle de nouveauté, de révolution, c'est de voir à quel point l'actu, ça continue à rester artisanal. C'est-à-dire c'est des gens qui sont sur le terrain, qui décrochent leur téléphone, qui appellent. Et la narratologie du reportage et du documentaire, c'est la même. En fait, elle n'a pratiquement pas bougé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une façon de raconter des histoires qui est à peu près la même que, j'allais dire, au siècle dernier, mais pas loin, quoi, en fait. Nous, on fait des vidéos quand on fait le Hellfest ou quand on fait les conventions américaines, on compose notre vidéo comme on l'a composée avant, quoi. Sauf qu'on prend en considération
l'environnement dans lequel on se trouve et on donne à voir. En fait, nous, fondamentalement, on pense que ce qui marche, on est très loin des chiffres que vous avez donnés. Nous, franchement, je crois que le Hellfest, qui est certainement le truc le plus spectaculaire qu'on ait fait, on est dans autour de 50 000 pages vues, ce qui est très faible par rapport aux grands formats. Moi, je m'occupe des grands formats. On a des grands formats qui montent à 200 000 sans problème régulièrement, quoi. Donc, en fait, pour ce qui est de ce que nous, on veut donner à voir, sur la méthodologie, on est pareil. Par contre, sur ce qu'on veut donner à voir, on veut que ça soit spectaculaire. Et on pense que c'est ça qui marche. C'est-à-dire, on va pas faire effectivement un live en VR d'un plateau, parce qu'on fait des plateaux où il y a des gens on va voir les gens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, c'est pour ça qu'on choisit que des choses qui sont spectaculaires. Le Hellfest, les conventions américaines, on pense à aller à Dunkerque pour les... Enfin, il y a vraiment tout ce qui donne à voir, en fait. Et ça, c'est très important pour nous, en fait. Voilà. Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais. Tout à l'heure, une question a été posée, mais en gros, à quoi ça sert? Parce que personne ne possède de casque. Donc, quand on parle d'audience, j'ai oublié de dire un truc très important, c'est que cette réalité virtuelle, d'abord, je pense que peut-être 200 personnes, je ne sais pas combien aujourd'hui, si on posait la question aux personnes présentes, je pense qu'on aurait 200 versions différentes. C'est quoi la réalité virtuelle, en gros? Est-ce que une vidéo à 360, c'est virtuel? On nous dit, nos amis sportifs nous disent, oui, virtuellement, si on met une caméra sur la chaise de l'arbitre de Roland Garros, j'ai l'impression d'être l'arbitre, j'adore le tennis, et je vis avec mon casque la sensation que vit un arbitre international de sport, c'est bien virtuel ce qu'il regarde. On va dire, ouais, mais non, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'image de synthèse, de machin, il n'y a pas... Bon, donc la réalité virtuelle, c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas il n'y a pas 40 versions différentes, mais on peut avoir plusieurs versions différentes. En tout état de cause, l'utilisation massive du public aujourd'hui, je parle que pour nous, pour France Télévisions, elle reste quand même majoritairement ce qu'on appelle dans notre jargon à plat, sur mon téléphone, mon iPad. Je vais slider sur mon iPad mon écran et je vais faire tourner mon image. On a fait un prototype l'année dernière à l'occasion de Roland Garros d'ailleurs, de faire tourner l'image de France 2. Je prends ma télécommande, les flèches, ma télécommande, c'est un outil assez rudimentaire, j'appuie dessus, l'image de France 2 se met à tourner sur le téléviseur. On est bien sur de la réalité virtuelle, sauf que l'écran devient le bon vieux téléviseur, qui était un téléviseur Android en l'occurrence, et qui permettait de faire tourner l'image sur elle-même et d'aller voir devant, derrière, en haut, en bas, le spectacle sportif. Donc on voit bien que le public n'étant pas occupé aujourd'hui, n'étant pas équipé massivement de ces produits-là, alors pour le moment, bien entendu, j'ai parlé de la Chine tout à l'heure, là-bas, ça se développe à la vitesse grand V. En 2016, il y a eu plus d'1 million de casques. Il y a près de 100 marques. Saviez-vous qu'il y a plus de 100 marques en Chine de casques? Ces casques-là, avec le petit délai, nous verrons arriver ces casques-là probablement en Europe. Des casques qui sont en Chine valent entre 20 et 30 $, qui sont des casques de qualité. C'est pas des cardboards en carton, ce sont des casques qui ressemblent un peu aux casques coréens de Samsung. Voilà. Donc massivement une audience qui est faite à plat. Sur des écrans, mais sur des desktops est-ce qu'elle n'est pas faite à plat, notamment parce que, comme disait Bernard, oui, faire tourner beaucoup France 2, faire tourner l'écran de France 2. Je veux dire, éventuellement, je le fais 2 secondes, puis voilà. En revanche, oui, être au Hellfest, être sur le terrain de Roland Garros et avoir une petite idée de ce qui se passe quand Nadal sert, bien entendu, et s'en rendre compte réellement, c'est-à-dire prendre une balle qui arrive à 180 km/h quand on le voit pour de bon, on se rend compte que, sur la vraie télé, ça écrase. On a l'impression que ça va doucement et qu'on est capable de le faire samedi sur le court. Quand on le voit à 360 et à vitesse réelle, on se dit, en fait, c'est autre chose. Et là, on a un coup à jouer, parce qu'il se trouve qu'on a cet avantage, on a cette position en tant que média par rapport au public, par rapport à une grande partie du public, c'est qu'on peut les emmener dans des endroits où ils ne mettront jamais les pieds, ou que très très rarement, qu'être dans la foule du marathon de New York en même temps, la plupart de nos auditeurs, spectateurs, lecteurs pourront jamais le faire, et sans être forcément sur des systèmes extrêmement compliqués de réalité virtuelle très complète. En tout cas, on peut les emmener dans des endroits où les immerger là-dessus. Et on a des équipes de journalistes qui travaillent dessus, je pense, et d'autres pays, parce qu'on échange pas mal avec d'autres chaînes de télé. Récemment, on était avec nos confrères de la BBC, on parlait de ça avec les télévisions belges, on parlait avec beaucoup de chaînes de télé. La BBC, par exemple, a tourné pas mal de sujets en VR à l'occasion des attaques terroristes à Paris, celle du Bataclan en l'occurrence, et des manifestations qui ont suivi. Et on a vu à quel point nos collègues journalistes anglais ont parfaitement bien utilisé ces caméras-là pour rentrer dans la terreur qui frappait la ville de Paris et l'ambiance qui citait. C'était difficile à traduire avec une caméra de télévision classique, avec une caméra VR, l'écriture de ce qui se passait. Les journalistes ont trouvé le bon angle avec ces caméras-là. Par contre, ils nous ont également évoqué un autre pays qui était
Norvège nous parlait des difficultés qu'eux ont eu à tourner en VR, Exactement. parce que le matériel n'était pas bien adapté, parce que justement, c'était pas un matériel professionnel du tout. Attention aussi à ne pas se faire ubériser quand on est dans les médias et tout ça, parce qu'ils ont déjà eu du mal à avaler la première phase de transition entre le print et le numérique, et qu'aujourd'hui il est facile d'avoir des nouveaux acteurs qui vont sortir avec des solutions. Je sais que même en France, des labos comme ceux d'Orange commencent à proposer des casques de réalité virtuelle pas trop chers qui vont permettre d'associer ces médias à d'autres expériences plus à domicile, grand public. Donc effectivement, c'est aussi un danger de ne pas voir la vague arriver, de se dire non, j'y vais pas parce que pour l'instant on n'a pas encore assez d'utilisateurs en fait. Alors, c'est une excellente, un excellent passage. Justement, les médias qui se réinventent, Anne-Marie, c'est pile le thème de Géomayenne. Est-ce que, si ça ne vous dérange pas et pour éviter qu'on déborde trop, est-ce que tu pourrais passer directement à Géomayenne ? Je vais demander à l'équipe qui travaille Très sur bien. ce projet de venir avec Je vous laisse moi, si applaudir vous voulez bien. nos intervenants. Ils pourront aussi répondre aux questions.